Ok, donc bienvenue sur ce webinaire sur la méditation ou plutôt sur les différentes formes de méditation. C'est pas un webinaire qui va ensuite mener sur comment dire sur des cours spécifiques ou des cours, des formations ou autres, pas du tout. C'est un webinaire qui est plus là pour vous permettre de réfléchir un petit peu à cette pratique-là, qui est extrêmement répandue actuellement, et pour pas en fait que vous perdiez du temps à faire des choses qui ne sont pas forcément adaptées pour vous. Donc, pour commencer, on va un petit peu donc parler de méditation, de ce qui est attendu en général, et ensuite on va un petit peu s'intéresser à ce qu'on cherche à faire quand on médite. Parce qu'en fait, toute la clé de la pratique de la méditation est là, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire réellement. Est-ce que c'est juste être calme? Est-ce que c'est juste contrôler les émotions? À quoi ça sert de méditer? Alors, je coupe les micros. Voilà. Donc, déjà, l'idée, c'est que ça peut être un petit peu interactif, hein. Donc, pour vous, méditer, c'est quoi? Vous pouvez l'écrire dans le chat, vous pouvez ouvrir les micros. Pour vous, méditer, c'est quoi? Calmer son mental, ok. Prise de conscience, ok. Prise de conscience de quoi? Prendre du recul sur ce que l'on vit, ok. Travailler sur l'esprit, oui. Atteindre le nirvana pur pour les bouddhistes, oui. Être dans l'instant présent, ok. Être conscient de notre réactivité, ok. Donc, à part le terme travail sur, et encore, tout ce que vous me dites là, vous voyez que c'est un petit peu vague en fait. C'est difficile euh, si on n'a pas réellement planché, non pas sur la technique de méditation, mais sur pourquoi on médite, de définir ce qu'on cherche à faire. Même l'atteinte du nirvana pour les bouddhistes, la méditation n'est pas réellement le moyen. La méditation est le moyen de travailler sur l'outil qui va permettre d'atteindre le nirvana. Donc, ouais, enfin, c'est assez compliqué en fait de savoir ce que c'est réellement qu'on attend de la méditation. Tout ce qui est de l'ordre de calmer son mental, de prendre du recul, de mieux gérer ses émotions, etc., etc., euh, ce n'est qu'un effet secondaire, dans le meilleur des cas, de la pratique à long terme, et dans la plupart des cas, de simplement s'arrêter pendant 15 minutes et d'avoir une respiration lente. Ça a été très bien démontré dans un article de Gerritsen qui démontre qu'en fait, toutes les pratiques contemplatives ont systématiquement cet effet de calmer les gens, alors que les modalités sont parfois à l'opposé les unes des autres. Et en fait, le seul point qui les rassemble toutes, c'est le fait de ralentir son souffle. Et il s'aperçoit que les gens qui se contentent de ralentir leur souffle, alors on est d'accord, pas à un haut niveau, mais à un niveau de pratique que fait le lambda aujourd'hui, c'est-à-dire 20 minutes par jour, et encore c'est beaucoup, 10 minutes par jour ou 2 heures par semaine, que vous fassiez de la respiration, de la méditation, du qigong, du yoga, de la sophrologie, de l'acupuncture, des échecs ou du jardinage, vous allez avoir exactement la même chose parce que vous ralentissez votre respiration. Donc, calmer son mental, ces choses-là, ce ne sont pas, on va dire, des bonnes raisons de travailler sur la méditation. C'est quelque chose qui arrive parce qu'on travaille la méditation, mais la méditation n'est pas faite pour ça, à la base.
ce qui est un petit peu à l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui, notamment avec tous les dérivés de la méditation de pleine conscience, où c'est vendu pour ça. Mais il faut voir d'où vient la pleine conscience déjà, mais ce n'est pas réellement fait pour ça. Si on prend le terme méditer, dans le dictionnaire, c'est en fait porter une réflexion intense sur quelque chose. Et là, en fait, on se rend compte du premier problème du fait même de méditer, c'est qu'en fait, la méditation, si c'est porter son attention ou sa réflexion sur quelque chose de façon intense, ce qu'on est en train de faire, c'est en fait muscler le mental. D'accord? On est en train d'entraîner le mental à être de plus en plus fort. Et effectivement, entraîner le mental à être de plus en plus fort, c'est un des points que l'on recherche quand on fait de la méditation, en tout cas quand on a une vision globale. Mais le problème de sortir ça du contexte, c'est qu'un mental de plus en plus fort, ça va être un mental de plus en plus malin, de plus en plus difficile à dompter, de plus en plus difficile à détecter. Et finalement, c'est presque quelque chose qui peut desservir au quotidien parce que si vous vous arrêtez en plein milieu du process, si vous êtes quelqu'un qui a une tendance à la rumination mentale et que vous faites de la méditation et que vous arrêtez au milieu du process, vous aurez juste renforcé sa capacité à ruminer. Je le répète, méditer, si on reprend la définition française, c'est porter sa réflexion de façon intense sur quelque chose. Okay, et donc, on voit bien que là apparaît une première contradiction avec le fait que méditer, c'est fait pour calmer l'esprit. Oui, ça va peut-être le calmer de façon très ponctuelle, et encore, je le répète, grâce à un ralentissement de la respiration, mais à moyen terme et à long terme, ça va renforcer ce mental. Et en vrai, ce n'est pas une mauvaise chose, hein, quand le mental n'est pas le seul truc que vous renforcez autour. Si vous renforcez le mental, mais pas le reste, ben vous allez juste être meilleur sur le côté rumination, jugement, intellectualisation, procrastination, parce que votre mental sera très fort et parce que son rôle, c'est de faire ce genre de choses. Donc, en fait, quand on parle de méditation, c'est pour ça que c'est important de savoir de quoi on parle et ce qu'on cherche à faire. Parce que l'image que vous devez avoir en tête, c'est que l'esprit, c'est comme le corps. Ça a différentes parties, différentes fonctions, et il viendrait, par exemple, à personne à l'esprit de s'amuser à muscler uniquement les abdos. Bon, si, il y a certaines personnes qui le font, mais muscler uniquement les abdos, c'est-à-dire vous faites des abdos, des abdos, des abdos, vous ne musclez pas les jambes, vous ne musclez pas le dos, vous ne musclez pas les bras, vous ne musclez que les abdos. Ben à la fin, il va se passer quoi? Vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir une digestion pourrie, une respiration haute. C'est idiot de faire ça, d'accord? On travaille un mécanisme de l'esprit. Et comment on en arrive là? Ben justement parce que, un, on ne se pose pas la question avant de commencer le travail de savoir qu'est-ce qu'on travaille. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi on travaille ça et pourquoi on travaille ça comme ça. Et, on tombe du coup dans de la pratique sans réflexion. Alors, on peut me dire, oui, mais la réflexion, c'est de l'ordre du mental. Oui, mais le mental est important. C'est une composante de l'esprit, donc c'est un truc qui est important. Pourquoi on en arrive là? Parce qu'en fait, il faut comprendre d'où vient, on va dire, la méditation mainstream aujourd'hui. La méditation mainstream, c'est des bouts d'exercices de méditation qui ont été prises ou inspirées de différentes traditions, bouddhistes, je crois, d'ailleurs, pour la pleine conscience, et qui a été sortie de son contexte pour en faire une méthode. Quand on prend une tradition, quelle qu'elle soit, et qu'on pique un ou deux exercices pour en faire une méthode, c'est toujours une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que toutes les traditions sont construites de sorte à amener les gens étape par étape à faire quelque chose. Et en fait, si vous dites, ça fait 2 ans que vous êtes dans la tradition et vous dites, ah non, mais en fait, cet exercice-là, il est super, ça va me servir à tout faire, vous êtes forcément à côté de la plaque. Il y a peu de chances que les gens qui aient inventé la méthode entière, la tradition entière avec les années de pratique, les années d'expérience, la transmission, etc.,
si ça avait été possible de résoudre tous leurs problèmes en un exercice, qu'ils se soient embêtés à faire des trucs qui duraient 10, 15, 20 ans. C'est un petit peu bizarre comme manière de fonctionner. Donc, si vous sortez un exercice qui n'est qu'une étape parmi de nombreuses autres d'une tradition, vous ne pouvez pas, en fait, espérer que vous allez faire quelque chose d'équilibré. Toutes les traditions, et là je parle que ce soit dans le spirituel ou même dans les arts martiaux ou même dans les médecines traditionnelles, etc., vous amènent à vous équilibrer. Parce que sans équilibre, vous ne pouvez pas bien fonctionner. Sortir un ou deux exercices d'une méthode qui sert à vous équilibrer, par définition, ça va vous déséquilibrer. Et en Occident, où on a un côté de rationalisation et de réflexion qui est culturellement très fort, c'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Le fait d'amener des exercices qui vont renforcer encore plus ce déséquilibre-là, c'est pas nécessairement une bonne idée. Donc, euh, pour que ce que je raconte fasse sens, il faut donc qu'on discute de quelles sont les fonctionnalités de l'esprit et de pourquoi les méditations typiquement de conscience vont déséquilibrer dans un sens en particulier. Je mets quand même quelque chose d'attention. Je ne suis pas en train de critiquer l'exercice en soi, ni même le déséquilibre. Parce que, en fait, pour certaines personnes, ce déséquilibre va être très bénéfique. Parce qu'ils sont bien partout ailleurs et il leur manque cette partie-là. Il leur manque, en fait, cette force au niveau du mental. Et donc, les méditations type pleine conscience, par exemple, vont déséquilibrer le mental en le renforçant, ou plutôt vont rééquilibrer le mental en le renforçant. Et pour ces gens-là, ça va convenir très bien comme façon de faire. Ça ira pas très loin, mais ça va être très bien. Mais ceux qui sont déjà déséquilibrés dans ce sens, ben, ça risque de renforcer ce déséquilibre. Donc, l'esprit, là, je vais pas rentrer dans les neurosciences et dans ces choses-là parce que, honnêtement, je n'y trouve pas d'intérêt pratique. D'accord? Donc, je laisse ça de côté. Je vais uniquement me baser sur une tradition en particulier qui est, je trouve, la plus analytique et donc celle qui me correspond le mieux, la tradition taoïste. Et là-dedans, ils divisent l'esprit en différentes fonctionnalités. OK? Ce que nous, on appelle le mental, ça va être globalement le mélange de 2 à 3 fonctionnalités sur l'ensemble qui vont être, un, votre capacité à analyser, d'accord, vos capacités de réflexion, vos capacités d'anticipation, de logique, c'est le mental. Votre capacité à étiqueter, c'est une autre capacité. C'est celle qui vous permet de gagner du temps en étiquetant les choses et en ne vous obligeant pas chaque fois que vous présentez devant la même chose de refaire tout un raisonnement pour savoir si cette chose est bien cette chose-là. Donc, la capacité d'étiquetage, c'est une autre capacité. Et la dernière, qui est un peu là-dedans, mais pas trop quand même, c'est la capacité à comprendre clairement qui vous êtes. Et pas comment fonctionne le monde, pas comment vous fonctionnez. Donc en gros, c'est une capacité qui est de l'ordre de l'analytique, donc c'est pour ça que ça va un petit peu chercher là-dedans, mais on va dire que c'est la surveillance des deux en dessous. Je vous donne un exemple. Vous avez des croyances, d'accord? En fait, vous n'avez que des croyances. La vérité n'est pas à notre portée. Donc, vous n'avez que des croyances. Partons de ce principe-là. Elles sont plus ou moins éloignées d'une forme de vérité absolue. Elles n'y sont jamais, mais elles peuvent être très, très éloignées quand même. Je dis n'importe quoi, la Terre est plate. Désolé s'il y a des platistes, je ne pense pas qu'elle soit plate. Mais si vous pensez que la Terre est plate, il y a de fortes chances que vous soyez assez éloigné de la vérité. Bref. Et si on prend cet exemple-là, et c'est ça qui devient intéressant, on se fiche de savoir si c'est vrai ou pas. Par contre, ce qui va être intéressant, donc là, c'est
comment je suis arrivé au fait que la Terre est plate? J'ai enclenché la partie de mon esprit qui sert à prendre de l'information, l'organiser, la traiter de façon logique et en tirer une conclusion. Ce truc-là est plus ou moins performant, hein. C'est pas un fake. Mais bref, j'utilise ça. Une fois que j'arrive à ma conclusion, donc que la Terre est plate, je vais coller cette étiquette-là à la Terre. Ce qui fait que dans mon quotidien, quand je pense à la Terre, je me dis elle est plate. Encore une fois, on se fout que ce soit vrai ou pas. Mais là où il y a un système de contrôle qui devrait fonctionner, c'est de vous dire, OK, est-ce que tu penses que la Terre est plate parce que réellement tous les arguments logiques que tu as vus te conduisent à cette conclusion-là? Ou est-ce que tu penses que la Terre est plate parce qu'il y a quelque chose chez toi qui fait que cette hypothèse-là te plaît par rapport à un contexte plus général et par rapport à qui tu es, ou plutôt au déséquilibre que tu as, et donc tu devrais peut-être réenvisager ton jugement. Ça, c'est ce qui vous c'est la fonction qui est en fait une fonction de supervision. D'accord? C'est une fonction qui est là, non pas pour vous aider à réfléchir, non pas pour vous aider à étiqueter les choses, mais pour vous demander si vos réflexions ou vos étiquetages sont bien liés à une analyse ou ne sont pas plutôt liés à une incompréhension de qui on est, à des désirs, à des besoins, à des choses qui ne sont pas exprimées et donc qui viennent influer sur les deux fonctionnalités en dessous. Est-ce que c'est clair mon exemple ou pas du tout? Non? En gros, si on va au bout de ce que je raconte, il y a toutes les chances pour qu'un platiste, il ne croit pas que la Terre soit plate parce qu'il est idiot, il croit que la Terre est plate parce que il n'est pas clair sur qui il est et les raisons pour lesquelles il pense que la Terre est plate n'ont rien à voir avec une argumentation construite ou une argumentation logique, mais à une incompréhension de qui il est fondamentalement et donc le besoin de se mettre dans une cause stupide pour exister. En gros, c'est un manque de clarté sur lui. Okay, donc cette fonction de supervision, quand elle marche bien, et c'est pour pouvoir vous dire, là, ton raisonnement est biaisé parce que tu n'es pas clair sur pourquoi tu fais la chose. Donc, vous avez ces deux fonctions qui sont très mentales, le raisonnement et l'étiquetage, et qui sont très facilement, on va dire, buggables, et une fonction de supervision. Quand vous faites de la méditation, c'est très difficile d'aller tout de suite travailler sur la fonction de supervision. Parce que si la partie réflexion est très forte, vous avez pu construire tellement de mensonges sur vous que la partie supervision est complètement débordée et que elle va être le message de la partie de la supervision à la partie réflexion va être tellement pourri que vous n'allez pas réussir à en faire quelque chose. Et c'est en fait comme ça qu'au fur et à mesure des choses, on arrive sur un manque de clarté. L'exemple typique, vous avez quelqu'un qui soi-disant fait de la méditation depuis 20 ans. Vous lui dites un truc qui ne lui plaît pas. Il s'énerve, il vous insulte. OK? Pourtant, lui, dans sa tête, c'est un mec qui est extrêmement calme, extrêmement posé, qui est un méditant. Ça, c'est que la supervision est complètement bouffée par l'étiquetage et par l'aspect analytique de son esprit. Il s'est collé l'étiquette. Moi, je suis un méditant super fort. Son esprit, sa capacité analytique, sa capacité de projection, c'est aussi la capacité à créer du fantasme, hein, ce truc-là, le fait fantasmer sur qui il est, et la partie clarté est complètement étouffée là-dessus, la supervision ne fonctionne plus. Et plus il va méditer, plus la partie capacité à créer un fantasme élaboré va être forte, parce que la méditation permet, la méditation type pleine conscience, permet de renforcer cet aspect-là. La méditation de pleine conscience va parfois permettre de rééquilibrer un petit peu l'aspect jugement, mais la pleine conscience va renforcer cet aspect très mental. Je le répète, c'est bien d'avoir un mental très fort et entraîné, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Donc ça,
c'est ces trois fonctions déjà différentes de l'esprit. Et vous voyez par conséquent qu'on ne peut pas travailler ces trois fonctions de la même façon, puisque c'est trois choses différentes. Donc vous ne pouvez pas utiliser un même outil, un même exercice pour travailler trois choses différentes. Un squat, c'est pas la même chose qu'une pompe. D'accord? Vous pouvez pas travailler les bras en faisant des squats. C'est pas possible. Donc, il va falloir avoir des exercices spécifiques pour pour chacun de ces trucs. Et pire que ça, il faut que vous sachiez à quel point vous êtes mauvais sur chacun des trois pour vous dire, il faut qu'en priorité, je travaille ça, parce que si je travaille ça, ça ne peut pas marcher. Typiquement, si vous avez des jambes très faibles, mais que vous utilisez, je dis n'importe quoi, un exercice de musculation pour muscler le dos qui nécessite des jambes fortes pour pouvoir travailler correctement le dos, ben vous n'allez pas réussir à muscler le dos parce que vos jambes sont trop faibles. Ben pour l'esprit, c'est pareil. Il va falloir voir quelle partie de votre esprit est la plus fonctionnelle et à l'inverse la moins fonctionnelle pour pouvoir utiliser les bons exercices et aller dans le bon sens de travail. OK? Euh, Donc ça, c'est trois parties de l'esprit. Après, il y en a d'autres. Typiquement, votre capacité à... euh, vos capacités sociales, on va dire, vos capacités à vous lier aux autres, à vous connecter aux autres, c'est une autre fonction de l'esprit. Votre capacité analytique ne sert à rien pour ça. Votre capacité à être malléable, à vous fondre ou à vous, comment dire, à vous adapter à ce qui se passe autour de vous, c'est une autre fonction de l'esprit qui peut être complètement décorrélée de la fonction réflexion. Ça peut être un truc très instinctif. Donc il y a d'autres fonctions et qu'on va travailler encore autrement. Il y a un micro qui s'est ouvert, c'est parce qu'il y a une question, parce que c'est une erreur. C'est une erreur. Donc en fait, vous voyez que la méditation doit nécessairement... Alors, non, on va revenir sur les termes. Méditation n'est pas un terme qui est intéressant. Les Chinois ou les taoïstes plutôt utilisent le terme Shen Gong. Gong, c'est travail, Shen, c'est l'esprit. Et donc, en fait, le terme travail de l'esprit ou travail sur l'esprit est un terme qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus juste que méditation, puisque ça implique qu'on va travailler sur l'esprit dans son ensemble. Et si on prend le terme Shen Gong et pas méditation, ça veut dire que nos modalités de travail vont être complètement différentes. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir complètement, enfin pas complètement, mais on va pouvoir souvent mettre de côté l'aspect méditation purement assise pour avoir un travail sur l'esprit très différent qui peut être dans certains sens complètement analytique, où on va réellement s'appuyer sur le mental pour travailler autre chose. Ça peut être des exercices qui vont être à l'inverse complètement intuitifs, des exercices qui vont être complètement instinctifs, des exercices qui vont être uniquement dans le mouvement, d'autres qui vont être uniquement dans l'attente. Donc, en fait, le travail sur l'esprit, on pourrait utiliser méditation en synonyme, mais je vais l'utiliser comme ça, mais par abus de langage, doit être euh, très différent de juste je m'assois et j'observe mes pensées, ou je m'assois et je me concentre sur l'amour absolu. Amour absolu qui de toute façon n'est pas, selon cette façon de travailler, accessible tant que vous n'avez pas équilibré les différentes parties de l'esprit, pour une raison très simple. Si vous avez un déséquilibre de l'esprit, par exemple dans la réflexion, ben, votre approche de l'amour absolu sera intellectuelle. Si à l'inverse, ce truc-là m'agace, vous êtes complètement dans si vous n'êtes pas du tout, par exemple, dans la capacité à vous connecter aux autres, vous ne pouvez pas toucher à ce truc-là parce qu'il va vous manquer cette connaissance de l'autre pour pouvoir avoir cet amour absolu. Donc, en fait,
tous les déséquilibres de votre esprit vont faire que ce truc-là n'est de toute façon pas accessible. C'est pour ça que normalement, les méditations sur ça, elles n'arrivent pas d'entrée de jeu, si on veut le faire bien. Il faut préparer certaines qualités avant pour pouvoir arriver à à ce genre de choses. Donc voilà un petit peu pour la question de comment, enfin, qu'est-ce que je travaille quand je fais de la méditation. Donc, quelles vont être les différentes modalités de méditation si on s'amuse à travailler juste sur les trois parties dont j'ai parlé? Tout ce qui va être l'étiquetage. D'accord? Est-ce que je crois que quelque chose est juste ou pas? Typiquement, je suis végétarien, vegan, peu importe. Pourquoi je suis vegan? Qu'est-ce qui fait que je suis vegan? Et quand je vais remonter sur les raisons pour lesquelles je suis vegan, je vais me rendre compte qu'en fait, c'est peut-être pas du tout pour le bonheur animal. C'est peut-être parce que je voulais plaire à une personne. C'est peut-être parce que je suis dans un délire ne faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. J'en sais rien. Mais c'est peut-être en fait pas du tout pour le bonheur animal. Vous vous dites je suis altruiste. D'accord? Bah, en fait, si vous analysez cette étiquette et que vous êtes honnête avec cette étiquette, vous allez peut-être vous rendre compte que si vous êtes altruiste, c'est pas pour l'autre. Et ce travail-là, vous n'avez pas besoin de le faire en position assise, les yeux fermés. C'est un truc que vous pouvez faire avec un papier et un crayon. On en parlera demain pour ceux qui viennent avec l'arbre des pourquoi, entre autres. C'est un outil qui est très bien pour faire ce genre de choses. Mais c'est pas du tout quelque chose que vous allez faire en essayant voilà, d'être assis et de juste penser. C'est un truc qui peut être beaucoup plus proactif, qui ne demande pas un état d'esprit particulier. Ça demande juste de la méthodologie. Vous voulez renforcer votre mental, la partie réflexive, vous devez lui imposer une forme de musculation, faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule pensée qui arrive en même temps. Typiquement, si vous êtes, comment ils appellent ça? Ça me fait toujours rire. Non, vous avez une pensée arborescente. En fait, c'est juste que vous avez une pensée bordélique. D'accord? Là, c'est démontré par toutes les études. Ce truc-là n'existe pas, c'est une légende. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez plein de pensées en même temps. En fait, ce qui se passe réellement, c'est que vous coupez chaque fois votre réflexion, vous pensez à autre chose et très vite vous passez à la suivante. Et tous les gens qui ont étudié ce phénomène-là disent bien que les gens qui disent faire ce truc-là sont beaucoup moins efficaces que les gens qui ont une idée à la fois. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend, on se rend compte de quoi quand on fait de la méditation et quand on fait faire de la méditation, on fait un travail spécifique à ces gens-là, la pensée arborescente, elle diminue et il reste plus qu'un seul fil de pensée à la fois. Dites-vous que le, le mental, donc vraiment le truc dont on parle beaucoup ici, hein, avec la méditation classique, le mental doit être affûté. C'est-à-dire que vous devez être capable de n'avoir qu'une seule pensée à la fois qui dure très longtemps. Ça, c'est la façon la plus optimale d'utiliser le mental. Et pareil, là, on va pouvoir le travailler de plein de façons et c'est réellement un exercice de musculation. Donc, ce n'est pas nécessairement un truc que vous allez faire en position assise. Ça peut être typiquement, vous êtes en position de pompe, vous restez en position de pompe et vous faites en sorte que toutes les pensées qui vont vous obliger à lâcher ou qui vont vouloir vous faire lâcher, vous les éliminiez pour n'être que focalisé sur votre position de pompe. On est très très loin de la méditation assise. Par contre, quand ça marche, on sait qu'on a un mental qui devient assez affûté. Okay, et c'est une méditation. Ou plutôt, c'est un Shengon. Pourquoi? Parce que je ne fais pas ma pompe pour me muscler. Au contraire, plus je suis nul en position de pompe, plus vite je vais travailler sur mon esprit. C'est un travail qui concerne l'esprit où la contrainte passe par le corps. Et ça, c'est le gros de ce que moi j'enseigne. C'est du travail sur l'esprit qui passe par le corps et en particulier par le souffle. Mais c'est aussi parce que c'est ce que j'aime, ce type d'approche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est un exemple qui vous montre que vous n'êtes pas obligé de faire de la méditation assise ou allongée à ne rien faire. Le surveillant, comment en fait on va
pouvoir le faire travailler. Ce truc-là, on va le faire travailler et ça pour le coup, c'est quelque chose, je ne vois pas trop comment le faire autrement qu'en position assise ou allongée à réfléchir sur soi. C'est quelque chose qu'on va travailler en observant le fil de nos pensées. Typiquement, quand on laisse le mental travailler et qu'on l'observe, plus on va se familiariser avec ces mécanismes, plus on va pouvoir se dire, là, il est en train de m'arnaquer, là, il travaille correctement. Et donc, les conclusions qu'il me fournit, je sais si c'est une blague ou je sais si ce sont des conclusions sur lesquelles je peux réellement m'appuyer. Donc, vous voyez, trois modalités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va tout le temps s'appuyer sur deux modalités pour faire travailler l'une sur l'autre. L'étiquetage, on va utiliser notre mental. Le surveillant, on va utiliser le mental aussi. Et le mental, on va utiliser. Alors là, on utilise en fait en vrai une autre qualité de l'esprit, mais on va utiliser autre chose pour travailler dessus. Donc vous voyez que tout de suite, les possibilités sont beaucoup plus vastes, le travail va être beaucoup plus précis. Et quand je vais faire mon exercice, je suis capable de dire qu'est-ce que je travaille. Mais à l'inverse, vous allez vous rendre compte que quand vous faites réellement de la méditation, un, ça ne va pas spécialement vous calmer. Deux, je ne sais plus ce que vous m'aviez mis dans le chat tout à l'heure, mais c'était tout ce qui va être moment présent, etc. Pas nécessairement. Ça dépend ce que vous êtes en train de travailler. Bah, le nirvana, en tout cas, pas tout de suite, puisque justement, ce que je disais par rapport au nirvana, si le nirvana, il y a une forme là-dedans, dans la logique d'atteinte, de vivre l'amour absolu. Et ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes déséquilibré, il y a peu de chances d'y arriver. Après, vous pouvez toujours, il y a toujours des génies hein, qui feront n'importe quoi et qui y arriveront. Mais pour le commun des mortels, c'est compliqué, quoi. Donc, vous voyez que c'est pareil, le Shengong, le travail sur l'esprit, c'est quelque chose d'assez méthodologique en fait. Et comment vous pouvez retrouver cette méthodologie? Ben, soit vous suivez une tradition, ok? Mais le problème de la tradition, c'est qu'il faut adhérer à tous les concepts. Soit vous essayez de comprendre comment ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je vous raconte là. Alors, vous pouvez le trouver dans les livres, mais ce sera toujours un peu vague, un peu fumeux. Mais ce qu'il y a d'intéressant et ce que je vous raconte là, c'est que vous pouvez l'expérimenter de première main. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de me croire. Vous avez besoin de faire des exercices qui vont vous montrer qu'effectivement, il y a différentes fonctions qui tournent en même temps dans votre esprit et que chacune d'entre elles a un rôle différent. Alors que quand vous demandez aux gens sur quoi ils travaillent quand ils font de la méditation, ils travaillent sur la voix dans la tête. L'instant présent, ce n'est pas tout de suite, c'est tendre vers ça. Non, non, non. L'instant présent, c'est pas l'amour absolu. L'instant présent, c'est assez facile. C'est le silence mental. Quand le mental ne tourne pas, tu es dans le présent nécessairement puisque tu n'as plus la capacité de projection. Donc, l'instant présent, c'est OK, tu as 1 sur 8 sur ta copie. C'est pas difficile. L'instant présent, ce n'est pas difficile. Ça fait un peu peur les premières fois que ça arrive, mais quand ça arrive vraiment, hein, parce qu'on croit qu'on est mort. Mais non, c'est pas difficile. Ce n'est qu'une des fonctions de l'esprit que tu as débloquées, ou plutôt que tu as nettoyé. Donc, quand vous avez en fait on va dire la logique, bah forcément le chemin il est plus clair, la pratique est plus efficace, les résultats sont plus évidents et la transformation de qui vous êtes
est à la fois beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus profonde, beaucoup plus durable et évidente pour l'extérieur. Parce qu'en fait, je le répète, le mental, il y a des histoires, des espèces de contes dans la tradition taoïste qui montrent ça très bien. Ils sont pas, il faut pas les mettre en public, mais c'est des trucs qui existent et qui expliquent ça très bien. Mais typiquement, un mental fort va pouvoir feindre la présence ou va pouvoir créer le personnage de quelqu'un qui semble sage, mais dès qu'on gratte un peu, ne l'est pas. Je le répète, si vous êtes capable d'être dans l'instant présent, au maximum du maximum, hein, vous aurez, si vous mettez en position de squat ou de pompe et que vous êtes capable de faire le silence mental, c'est ultra dur hein, à ce stade-là, mais c'est faisable. En gros, vous allez musculairement vous effondrer avant d'abandonner à cause de la douleur ou avant d'abandonner à cause de ces trucs-là. Test très simple. Si vous êtes vraiment dans l'instant présent, les choses ne peuvent pas vous affecter. C'est parce qu'au moment où vous l'entendez, c'est déjà passé. Et comme vous êtes dans le présent, vous avez l'instant présent, vous n'avez pas la fonction réflexion qui est active, donc ça ne doit pas vous toucher. Ça ne peut pas en fait vous toucher puisque la fonction est éteinte à ce moment-là. Et le but, par contre, là où je rejoins la personne qui m'a dit Sophie, c'est tendre vers ça, mais en fait, c'est tendre vers ça tout le temps et sur des moments de travail, y être totalement. En gros, à partir du moment, l'instant présent, c'est à partir du moment où vous avez besoin d'utiliser vos capacités cognitives pour interagir avec le monde, vous ne pouvez pas être dans le moment présent. C'est pas possible. Ne serait-ce que pour traverser la rue. Si vous êtes dans l'instant présent au moment où vous traversez la rue, vous allez par définition pas anticiper, puisque cette fonction est éteinte, je le répète. Donc, il faut au quotidien être le plus proche possible de l'instant présent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un mental affûté qui n'a qu'une pensée à la fois, qui est focalisée sur un objectif. D'accord? Et en faisant ça, ça prend toutes les informations nécessaires pour réaliser cet objectif. OK? Et le stade au-dessus, c'est le silence. Et donc l'instant présent, puisque comme il ne se passe rien avant après, puisque cette fonction-là n'est pas présente, est éteinte, bah, vous êtes dans l'instant présent par définition. Euh, si on en revient à l'idée du superviseur, quand votre superviseur est super fort, en fait, vous êtes plus capable de vous mentir. C'est juste plus possible. D'accord? Et deux, donc votre travail est aussi de bien meilleure qualité, hein. Quand vous n'êtes pas capable de vous mentir, quand vous savez immédiatement que vous êtes en train de vous raconter des foutaises, votre travail prend une accélération et une qualité qui est incomparable. Mais deux, vous êtes capable de voir chez les autres très 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 facilement qui ils sont, puisque vous connaissez déjà les mécanismes qui sont utilisés pour cacher qui on est, justifier nos réactions, etc., etc. C'est tellement travaillé que même chez l'autre, qui est l'autre, c'est extrêmement clair malgré le blabla. La partie étiquette, en fait, c'est comment vous savez que vous êtes très fort là-dedans. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'étiquettes, parce que vous avez besoin des étiquettes pour fonctionner de façon rapide. Si vous avez besoin de refaire tout le raisonnement de est-ce que c'est bien une voiture qui avance vers moi et est-ce que je devrais bouger, ça va très vite mal se passer. Donc les étiquettes sont nécessaires. Néanmoins, là où vous savez que vous êtes très très bon là-dessus, c'est quand vous n'êtes plus gêné par les étiquettes des autres, dans la mesure où vous savez que ce ne sont que des étiquettes.
et que vous avez la connaissance presque physique, d'ailleurs non, physique, que vos jugements ne valent pas mieux que les jugements d'un autre. Ils peuvent être plus adaptés à un moment donné, à une fonction donnée, mais ils ne valent, d'un point de vue moral, ils ne valent pas mieux. Et la capacité, ça ne veut pas dire qu'on passe sur tout, hein, et ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi de l'autre. Ça veut juste dire que vous n'avez plus la tendance à juger ce que l'autre pense, parce que s'il pense ça, c'est qu'il a des raisons qui lui appartiennent. Et il l'a étiqueté de cette manière-là, et que votre manière de l'étiqueter, vous l'avez étiqueté comme ça simplement parce que vous aviez vos raisons avant. Donc ça, c'est aussi, comprendre ça, c'est un vrai travail qui permet, donc très différent du travail de méditation assise, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ce travail-là en méditation assise, mais qui permet de développer une autre partie de l'esprit. Et ça reste donc du travail sur l'esprit. Donc voilà ce que je voulais un petit peu raconter. Alors il y a plein d'autres trucs, hein, mais je voulais juste en fait vous illustrer rapidement, mais à la fois très clairement, pourquoi en fait méditer, c'est pas simplement être assis et penser à des trucs, que qu'il faut vraiment organiser sa pratique et savoir ce qu'on est en train d'entraîner quand on fait cette pratique. Sinon, en fait, juste vous perdez votre temps, en fait. Si c'est juste pour vous calmer, respirer lentement, ça va faire exactement le même effet. Et vous pouvez même faire beaucoup mieux en utilisant des motifs respiratoires particuliers qui vont renforcer ce truc-là. Donc, voilà ce que je voulais un petit peu raconter aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ouais, salut Yvan. Oui, je t'écoute. Je t'avais demandé, quand tu parles du surveillant, c'est le superviseur, c'est celui qui est capable d'observer en globalité ou pas? Ou pas? Qualité, c'est celui qui est capable de. C'est la fonction qui est capable de te dire si ce que tu racontes, c'est n'importe quoi ou si c'est vraiment la nature profonde de ce que tu es. Ouais, c'est le De- troisième, donc. C'est la capacité à s'observer soi-même, quoi. À observer ses propres mécanismes. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, moi j'avais une question encore. Le problème, c'est que quand la première fonction là, de nos, notre capacité de réfléchir, de logique, tout ça, quand on pense que quelque chose est logique, du coup, ça influe notre façon de voir le monde, enfin, ça influe qui on est. Oui, tout à fait. Donc, du coup, c'est vachement interrelié, quoi, ces trois capacités. Elles se mélangent les unes aux autres, quoi. Alors, non, elles interagissent, mais elles se mélangent pas. Et en fait, c'est ça la difficulté au démarrage, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus pourri et sur quoi on peut pas vraiment pas s'appuyer. Parce que Enfin, du coup, on pourrait faire une expérience hyper simple hein, justement sur le mental. Alors, ceux qui ont déjà fait l'arbre des pourquoi, vous le faites pas. Mais on va partir d'un truc aussi bête que, bon, est-ce que tout le monde est d'accord que sur le fait qu'il ne faut pas tuer son prochain? Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Ouais? Ok. Donc, je vais vous laisser 2 minutes juste pour me dire pourquoi il ne faut pas tuer son prochain. Pardon. Je vais vous laisser 2 minutes sur pourquoi, pour vous, il ne faut pas tuer son prochain. J'ai un truc très rigolo à dire sur, alors Vipassana, j'en sais rien, mais sur la méditation assise de 7 heures par jour pendant 10 jours. Juste après, je donne une anecdote là-dessus.
Ok. Donc, donnez-moi une réponse. Alors, sur le chat plutôt, parce que vous ouvrez tous, c'est illégal. Oui, alors? Ça te dit pas pourquoi Donc, ce qui est intéressant, tu vois, c'est illégal. Ok. Donc, en fait, le fait de tuer la personne, c'est pas un problème. Le problème pour toi, c'est que c'est illégal. Donc, t'as pas de problème avec le fait de tuer la personne. Tu as un problème avec le fait que ce soit illégal. Pourquoi le tuer? C'était pas ma question. C'est pourquoi c'est pas bien de tuer quelqu'un pour pouvoir vivre en société. C'est alors pourquoi tu trouves ça intéressant de vivre en société? Tu vois, et en fait, et c'est ça, c'est pas bien. Voilà. On n'a pas besoin de supprimer son prochain pour exister. Non, mais ça peut être marrant de le faire. Tu vois, attends, je reviens, je vais même aller plus loin là-dessus. Au Japon, les samouraïs, quand ils voulaient baptiser leur katana, pour rigoler, ils allaient dans un village et ils essayaient de couper le premier paysan qui passait pour que le paysan mort, alors un, pour s'entraîner à la coupe, et deux, pour que le paysan mort vienne nourrir sa lame. Donc, on n'a pas besoin de supprimer son prochain pour exister, je suis bien d'accord avec toi, mais eux, ils trouvaient ça super drôle. Ce serait le bordel partout, il y aurait des morts partout. Non. Les plus forts feraient en sorte que les autres se calment. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on en revient au côté, c'est illégal. Et donc, on en revient aussi à ton problème, c'est pas tuer la personne, ton problème, c'est que t'aimes pas le bordel. Je n'ai pas le droit de vie et de mort sur quelqu'un. Pourquoi? Et demande-toi si c'est pas plutôt que ton problème avec ça, c'est que ça veut dire que quelqu'un a le droit de vie et de mort sur toi aussi. Donc, vous voyez ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'avec un truc sur lequel tout le monde est d'accord, vous faites mouliner votre mental pour justifier en fait le fait que ce truc-là arrange tout le monde parce que ça vous fait flipper si c'est pas là, en vrai. Parce que toutes les raisons que vous m'avez données, il n'y en a aucun qui m'a dit que vous vous intéressiez à la vie de celui que vous tuez, hein. Aucun. Dites c'est pas bien, mais c'est pas par rapport à la personne, c'est par rapport à une loi divine. Ce serait le bordel, tu t'intéresses pas du tout à la vie de la personne que tu tues. Pour pouvoir vivre en société, voilà. C'est illégal, voilà. Non. Vous voyez, c'est de ce genre de choses dont je parle. Vous avez étiqueté et vous êtes tous d'accord sur le fait que tuer quelqu'un, c'est pas bien. Vous n'avez aucune idée de pourquoi. Pas pourquoi la société le fait, pourquoi vous, vous pensez que c'est pas bien. Et ça, c'est un manque de clarté. Et donc, si votre superviseur était en forme, quand vous commenceriez à me raconter ces trucs-là, il vous répondrait, non, mais attends, tu crois quand même pas à ça. Voilà. Donc ça, c'est du travail méditatif qu'on vient de faire là. C'est du travail sur l'esprit, comprendre les mécanismes de l'esprit, comment ils fonctionnent et en quoi ça nous impacte. Message. Si on acceptait de tuer quelqu'un, on accepte de se faire tuer également de la même façon. Bah non. Regarde. Alors je vais pas aller sur les points Goodwin, mais regarde en fait quand tu attaques quelqu'un, tu fais en sorte que ce soit toujours asymétrique, hein. C'est-à-dire que lui il meurt, toi tu vis, hein. Il y a, à part sur des trucs très très romanesques ou on va dire légendaires, c'est très rare que on engage au combat quelqu'un qui a toutes les chances de nous tuer. En général, on l'engage plutôt parce qu'on sait qu'on va lui mettre la misère. Si je n'ai pas compris comment travailler son mental, capacité de raisonner ou à étiqueter. Bah, justement, quand tu fais de la pleine conscience ou quand tu médites sur un objet en particulier et que tu fais en sorte de contraindre le mental pour le renforcer, c'est là que tu travailles sur ton mental. Puisque tu fais en sorte qu'il soit de plus en plus puissant, qu'il supporte de plus en plus la contrainte et que toute son énergie soit focalisée sur une seule chose. Mais en aucun cas, ça ne te fait travailler sur ta clarté ou ton jugement. Donc, Yvan, ce que tu dis, c'est que euh, quand on médite assis
et qu'on voilà, on renforce notre capacité de raisonnement et de catégoriser ou étiqueter, enfin, ces deux parties, non? Là, ce que j'ai dit, tu peux travailler la clarté et la partie étiquetage en position assise aussi. Mais c'est juste que ce ne sera pas les mêmes exercices. Mais par contre, effectivement, je ne vois pas d'autre façon, quoique, mais de travailler assis sa capacité à être focalisé. Alors, non, en plus, c'est faux ce que je te dis. Tu vois, typiquement, la cérémonie du thé, on n'est que, par exemple, dans du renforcement du mental. C'est essayer d'être tellement focalisé sur le geste juste que le mental ne s'intéresse qu'à une seule chose. Donc, en fait, non, en fait, il n'y a pas, il n'y a pas de, de moment. Peut-être un sur une qualité dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'intuition. Celui-là, il vaut mieux être au calme, il vaut mieux être assis, il vaut mieux être couché, sinon c'est très difficile. Mais sur tous les autres, il n'y a pas réellement de raison de méditer assis ou allongé, de faire que ça. Ou plutôt de n'utiliser que ça comme exercice pour renforcer le mental. Et tu voulais dire quoi par rapport au, tu sais, Vipassana, c'est donc des séjours, des retraites où on Euh, fait en ouais. position assise 7 heures par jour pendant 10 jours. Alors, je pense qu'il écoutera il n'est pas là, mais je pense qu'il tombera d'une manière ou d'une autre sur cette vidéo. Mais on a un ami qui est ancien moine bouddhiste. Donc c'est quelqu'un qui est allé plusieurs années au Tibet pour méditer. Et Hein. il a fait un truc, en mode pendant un mois ou je sais plus quoi, il se levait à 6 heures du matin, il se mettait devant un mur et il méditait jusqu'à 22 heures le soir. On lui apportait un bol de riz le matin et un verre d'eau. Et il a médité comme ça pendant super longtemps. Et donc voilà, il était content du résultat, il trouvait qu'il avait vachement évolué, etc. Il est revenu en France et au premier bouchon, il s'est mis à insulter les gens devant lui. Donc voilà ce que je pense de ces retraites en fait. Ça peut être très bien comme ça peut être nul si tu sais pas pourquoi tu fais les choses. Et pareil, quand vous faites ce genre de trucs un peu extrêmes, si vous avez votre fonction donc du superviseur qui tourne bien, demandez-vous pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites parce que vous trouvez que c'est ultra efficace pour faire quelque chose? Et encore, il faut définir quoi. Ou parce que d'un point de vue image que ça donne d'avoir fait ces trucs-là, c'est classe. Et après, il y a des études quand même scientifiques qui montrent que les grands méditants, enfin, il y a eu des études sur, comment il s'appelle, Mathieu Ricard, qui s'est prêté à faire avec des IRM, des choses, plein de choses, et qui montrent quand même euh, que quand tu médites assez longtemps et régulièrement, il y a des choses sur le plan biologique, enfin oui, physique, au niveau neuronal, au niveau et en termes de ralentissement du vieillissement aussi, hein, qui sont prouvés. Oui. Alors, le ralentissement du vieillissement, ce qui est prouvé aussi, c'est que quand tu ralentis ta respiration, tu as une resynthèse de tes télomères. Donc, tu ralentis le vieillissement. Quand tu suroxygènes le corps, tu as aussi un ralentissement du vieillissement. Et bizarrement, quand tu fais de la méditation, c'est ce que tu fais. Donc, j'en reviens à l'article de Gerritsen qui dit que la plupart de ces pratiques contemplatives, à un certain niveau, hein, on va revenir sur Mathieu Ricard après, des pratiques contemplatives, le principe actif, c'est plus certainement le fait de ralentir la respiration que la pratique méditative en soi. Maintenant, quand on parle de Mathieu Ricard, on parle de quelqu'un qui s'est engagé dans une tradition et qui a construit étape par étape, vu que c'est une tradition, toutes ces qualités-là. Et maintenant, quand on le prend à un niveau fini et qu'on lui fait faire des analyses, effectivement, il y a des différences. Et encore, est-ce que ces différences-là, on ne pourrait pas les atteindre autrement? Ça, je ne sais pas.
Donc, en fait, les études qui sont faites sur Mathieu Ricard, c'est super intéressant parce que ça montre qu'il y a un effet. Mais ça ne dit pas est-ce que c'est le seul moyen de l'avoir. Ça ne dit pas à quoi c'est dû. Et c'est fait que sur Mathieu Ricard. Non, je crois pas. Il y a eu des études de fait sur des groupes comme ça, témoins, qui avaient Alors après, écouté, alors tu vois, pendant un certain temps et d'autres après, moins, etc. Il y a... que le cerveau passe sur différentes fréquences et ondes et machins, ok. Mais alors, Hmm. ça sert à quoi? Ok, c'est bien, mais ça sert à quoi? Un, ça sert à quoi dans l'absolu? Deux, ça sert à quoi si ça dure que le temps de la méditation? Et enfin, je dis pas, j'ai même pas la réponse à cette question. J'en sais rien. Et si on en vient en plus aux études qui sont faites sur plein de gens, quand on regarde, outre ce qu'ils regardent sur le cerveau, ils regardent toujours des tests subjectifs de stress, d'anxiété, de confort de vie, etc., où tous ces tests-là s'améliorent. Mais je le répète, tu fais exactement la même chose. Il suffit de regarder l'article du Berman là, qui est sorti sur la respiration. Il a à peu près les mêmes résultats en faisant respirer les gens 5 minutes par jour avec le soupir physiologique. On aurait la même chose avec bailler 5 minutes par jour d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est pas la méditation qui fait ça. La méditation n'est pas là pour gérer ton stress. La méditation est là pour faire un travail sur l'esprit. Yvan, Oui. j'ai une question. Une pensée obsessionnelle qu'on n'arrive pas à abandonner malgré le fait qu'on aille courir ou qu'on aille faire de la natation. Ça rentre dans ça rentre pas dans la capacité de réflexion, ni dans c'est l'étiquetage ou Alors, déjà, tu me dis un truc qui part pas quand tu vas courir ou tu fais de la natation. C'est quoi le rapport? c'est une pensée obsessionnelle que même si tu fais autre chose, Ce que tu es en train de me dire, c'est un peu comme si tu me disais, je sais pas moi, j'ai mal au pouce et quand je vais me faire masser les pieds, ça fait rien. Pourquoi? Tu es en train de me dire ça en fait. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Donc, ce que tu devrais me dire, c'est j'ai une pensée obsessionnelle qui part pas. Ok, mais le fait que tu fasses de la natation ou de la course, pourquoi tu penses, qu'est-ce qui te fait dire, qu'est-ce qui te fait envisager que faire de la course ou de la natation peut venir travailler sur une pensée obsessionnelle? Je sais pas, je connais pas la réponse, donc c'est vraiment une vraie question. Qu'est-ce qui te fait penser ça? bah, je sais pas, on dit que aller dans la forêt, dans la nature, aller voir des couchers de soleil, ça te fait zapper le mental. Euh, ouais, on dit plein de trucs, hein. La pensée obsessionnelle, c'est plusieurs choses. C'est un mental qui tourne en boucle, le surveillant qui n'est pas capable de montrer au mental que ce truc-là n'a pas de raison d'exister, et certainement un étiquetage qui est défectueux. Un étiquetage sur la pensée en question. Donc c'est normal que courir, ça charge rien en fait. Et même si ça a changé, à l'instant où tu repenses à ça, ça va repartir. Parce que tu n'as pas travaillé dessus, tout simplement. Ni sur les mécanismes qui génèrent cette pensée obsessionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu parlais d'exercices, on va en faire ce soir sur les trois aspects là, de l'esprit. Bah, là, on en a fait un hein, sur pourquoi tu Oui, penses d'accord, que... sur la mais pourquoi. Mhm. Ouais, et du coup, c'est en lien avec ce que tu veux proposer le mardi sur le travail de l'esprit, non? Alors, dans le travail de l'esprit, je fais ça, mais justement, je ne fais pas de méditation. Je travaille sur les différents aspects de l'esprit. Est-ce qu'on peut se lancer dans ce travail seul ou vaut-il mieux être accompagné?
Bah, c'est toujours pareil, hein. Si tu es très organisé, très méthodique, très à l'écoute et un peu génial, tu peux le faire seul. Après, c'est toujours plus long parce qu'il faut que tu redécouvres la poudre, quoi. Mais fondamentalement, dans la mesure où c'est un travail entre toi et toi, euh, oui, c'est faisable seul. Mais c'est mieux avec un plan. Ça ne veut pas dire que c'est et ça c'est un truc important. Ça ne veut pas dire que c'est la pratique qui doit être accompagnée. Ça veut dire que c'est qu'il doit y avoir au moins une personne qui connaît la carte pour vous dire là ça va, cet endroit ça va à cet endroit, ce truc-là ça va à cet endroit, et qui est capable de vous dire là tu me racontes n'importe quoi. Et qui fait en fait le rôle du superviseur dans un premier temps et qui est capable aussi de donner des exercices ou autres assez spécifiques parce que typiquement sur l'intuition, sur l'instinct, c'est assez difficile de découvrir comment on fait pour développer ça solo. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que tu as besoin de quelqu'un à côté de toi pendant que tu fais le travail parce que le travail, c'est un truc qui est assez individuel. Tu pourrais faire ça une semaine en solo et juste livrer tes conclusions. Donc, c'est pas un accompagnement enfin, dans le sens où il y a quelqu'un toujours derrière ton dos, en fait. Le surveillant et l'étiquetage, ce sont des notions que vous avez vues dans des stages. Alors, on le voit dans les 9 voies du naturel. Donc, ça, c'est un autre truc. Et moi, je vais certainement le stage d'hiver. C'est un stage qui va au revoir Sophie, du souffle à la conscience. C'est la thématique du stage où on va justement faire toujours un aller-retour entre un travail assez fort sur le corps et en miroir un travail assez fort sur l'esprit, justement pour comprendre les liens entre les deux, les passages entre les deux et l'effet miroir. Donc c'est quelque chose que je vais aborder effectivement sur ces stages-là. C'est un truc que j'aborde sur les cycles de l'esprit, donc qui est un cycle avancé, mais j'en ai assez peu parlé comme ça. Ben oui, et pourquoi je commence par le cycle du corps? Parce que justement, plus le corps va être stable, moins ce qu'on appelle le mental va être agité. Et c'est très difficile de travailler sur l'esprit avec un mental agité. Donc c'est pour ça que je demande aux gens d'être d'abord assez performants au niveau du corps pour au moins qu'ils ne fassent pas trop de faux signaux et qu'on puisse travailler sereinement sur l'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Comment on fait pour s'inscrire au cycle de l'esprit? Tu peux pas. Ah, C'est ok. uniquement si tu réussis les tests du cycle du corps. C'est pas, je prends, en fait, pour la raison que je viens d'indiquer, hein, je ne prends pas les gens comme ça. Il faut d'abord qu'ils aient, dans mon approche, il faut qu'ils aient un corps qui soit prêt. Après, typiquement, il y a d'autres écoles qui vous permettent de le faire, hein. Mais pour moi, c'est pas efficace. C'est une perte de temps, en fait. Et pour en revenir à ce que disait Mathieu, vous n'êtes pas obligé de suivre des cours réguliers euh, pour vous mettre à ça. Simplement observer comment vous fonctionnez sans attendre quoi que ce soit, c'est déjà un travail sur l'esprit qui est hyper intéressant. Si vous arrivez déjà par vous-même à prendre conscience que votre esprit, c'est pas juste ce que les gens appellent la voix du singe là, que ça, c'est que dalle. Si vous arrivez à prendre conscience de ça, vous avez déjà fait un énorme pas, hein. Si vous prenez conscience qu'il y a plusieurs fonctions dans votre esprit identifiées qui tournent en parallèle, c'est déjà un grand pas. Ok. Autre chose?
Oui, non. Ok, non. Ben, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, merci d'avoir participé à ce petit webinaire sur la méditation. Comme je vous disais, il y a rien de particulier après ça. C'était juste pour voilà, vous ouvrir un petit peu l'esprit sur les pratiques méditatives et faire en sorte que vous essayez d'être le plus efficient possible quand vous faites ce travail, tout simplement parce que vous savez quel travail vous êtes en train de faire. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par mail, sur le Discord. J'y répondrai dans la mesure du temps disponible. Et je vous dis bonne soirée. Tac, tac.